Le mois de décembre est peut-être un des mois les plus magiques de l'année pour une grande partie de la planète. Et c'est encore plus le cas aux États-Unis, où le mélange de cultures a rendu cette période de fête incontournable. Ce pays est un des meilleurs pour ressentir la magie de Noël. C'est d'ailleurs la fête la plus célébrée dans le pays. Dès la fin de Thanksgiving, elle s'installe petit à petit dans toutes les villes. Là-bas, c'est pas juste une fête ou une date, c'est un vrai état d'esprit. On vit Noël, on dort Noël, on respire Noël pendant tout un mois. Et ça, vous avez tous pu le voir dans vos films de Noël préférés. Pour cet épisode spécial Christmas, partons de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir les traditions de Noël et leurs origines. Ah, Noël! Entre le changement de température, les décorations, les films, la musique, les publicités, cette période est sans aucun doute une des plus appréciées et les plus magiques de toutes. Et bien entendu, il ne faut pas l'oublier, la naissance de Jésus aussi. N'oublions pas que Noël est avant tout une fête catholique. Enfin, je veux dire, au départ, ça s'appelle quand même Christmas, la messe du Christ. Donc comme partout en Europe, bien que ce soit moins fréquent, certaines villes construisent des crèches, et beaucoup vont à la messe le soir. Et puis, il n'est pas rare que des gens viennent frapper aux portes pour chanter des chansons de Noël. Et ce, pendant tout le mois de décembre. Mais Noël est-elle pour autant uniquement une fête chrétienne? En fait, non. À l'origine, Noël n'est pas vraiment religieux. D'ailleurs, le 25 décembre n'a jamais été mentionné dans la Bible, et en réalité, personne ne sait quand est né Jésus. Le premier Noël aurait été fêté au IIIe siècle. En fait, les chrétiens ont un peu choisi quand était né Jésus, en se basant sur des fêtes existantes. Bien avant cela, par exemple, beaucoup de païens, un peu partout en Europe, fêtaient déjà le solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année, généralement le 21 ou le 22 décembre, et ils faisaient la fête pour l'occasion, le temps du long festival de Yule par exemple en Europe du Nord. Les Romains fêtaient aussi le solstice, et fêtaient par la même occasion la naissance de deux dieux nés le 25 décembre. Les théories disent donc que les catholiques, aussi majoritairement basés à Rome au IIIe siècle, auraient décidé la date de naissance de Jésus en fonction de cela, pour absorber en quelque sorte leurs précédentes traditions. Étant donné que cette période était déjà une période de fête à beaucoup d'endroits dans le monde, c'était la meilleure période pour fêter Noël. Donc les siècles qui suivirent, la majorité des Européens fêtaient Noël, certains religieusement, d'autres un peu moins. Les vrais religieux fêtaient ça en priant, les autres en mangeant et en buvant. Ils faisaient vraiment des grosses fêtes, donc ça allait parfois un peu loin, tellement que les premiers colons américains, les puritains, refusaient de fêter Noël. C'était carrément interdit dans certaines colonies. Il y avait des amendes pour les gens qui fêtaient Noël. Et bien évidemment, la plupart des traditions de nos jours sont arrivées plus tard et n'ont pas toujours un rapport avec le catholicisme. Donc en gros, les célébrations de Noël et la naissance de Jésus sont liées, mais ce n'est pas pour autant que Noël est uniquement une fête religieuse. D'ailleurs, je dis Noël en tant que Français qui a l'habitude, mais aux États-Unis on dit un petit peu moins Christmas, du moins dans les grandes villes. On parle plutôt de la saison des fêtes, ou des fêtes de fin d'année. Car le mois de décembre est aussi l'occasion pour certains de fêter Hanouka, fête juive, Kwanzaa, une fête célébrée par les Afro-Américains, ou tout simplement la nouvelle année. Mais bref, je m'égare. La saison des fêtes est la meilleure pour se rapprocher de sa famille et ses amis. C'est pourquoi il est très fréquent aux États-Unis d'envoyer des cartes de Noël à tous les gens qui comptent pour nous. En cette saison, on compte environ 2 milliards de cartes échangées chaque année. Elles furent inventées en Angleterre au début du 19e siècle et sont devenues populaires grâce au progrès de l'imprimerie. Ainsi, aujourd'hui, il fait partie de la tradition d'envoyer des cartes sur le thème de Noël, parfois humoristiques et même souvent personnalisées. Noël, c'est aussi l'occasion de décorer nos maisons et nos villes. Et ça se caractérise notamment par le Christmas tree, le sapin de Noël. Et pas des mini-sapins, vous savez qu'en Amérique, tout est plus gros. Là, on parle d'énormes sapins qui atteignent le plafond. Chaque année, environ 40 millions d'Américains vont soit couper un sapin dans les bois, soit se rendre dans un des nombreux marchands de sapins situés dans les villes, afin d'acheter un des 350 millions de sapins plantés chaque année par les fermiers spécialisés, et qui ont poussé pendant près de 15 ans avant d'être coupés. Puis, ils les installeront dans leur salon et les décoreront. Pour connaître l'origine de cette tradition, il faut retourner plus de 2000 ans en arrière, chez les païens d'Europe du Nord pour le solstice d'hiver. Pendant le festival, ils allaient chercher des sapins dans la forêt, et d'autres arbres résistants à l'hiver, pour les mettre devant leur maison.
Ce fut le cas aussi de beaucoup d'autres civilisations pour la simple et bonne raison que le fait qu'il résiste à l'hiver était symbolique. Ces vieilles traditions furent reprises par les catholiques, parfois en les décorant avec des pommes, symbolisant le jardin d'Éden. Mais c'est en fait principalement en Allemagne que les gens décoraient leur maison avec un sapin, notamment décoré avec des bougies. Au XIXe siècle donc, alors que la reine Victoria en Angleterre se marie avec un Allemand, ils apparaissent en famille devant un sapin décoré dans un dessin publié dans un journal. C'est à partir de ce moment que tous les foyers anglais ont voulu faire la même chose. Et c'est 2 ans plus tard que ce dessin fut publié dans un journal américain très populaire, avec quelques modifications physiques. Encore une fois, ce fut un grand succès. Et c'est comme ça que la tradition s'installa officiellement dans toute l'Amérique. Tellement qu'en 1856, le président Franklin Pierce en met un dans la Maison Blanche. Depuis, la décoration du sapin de la Maison Blanche est un événement chaque année. Et depuis 1961, il obtient tous les ans un thème spécifique de décoration, choisi par la première dame. Et puis, impossible de parler de sapin sans parler du sapin du Rockefeller Center à New York. Le premier avait été placé au milieu du chantier par les ouvriers. Pour continuer la tradition, un sapin de 15 mètres avait été placé pour la première inauguration. Depuis, on place chaque année devant la patinoire un immense sapin de près de 15 mètres de haut en général, décoré d'environ 30 000 ampoules. Mais on ne peut pas parler de décoration sans parler de Christmas Light, les lumières de Noël. C'est une chose que l'on connaît bien chez nous, évidemment, mais c'est encore plus fou de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne s'agit pas que de quelques lumières dans les villes et de petites guirlandes sur la façade, mais ce sont des quartiers entiers qui sont remplis de maisons illuminées, du jardin jusqu'au toit. Presque tous les Américains ont été habitués, dans leur enfance, à faire un tour du quartier en voiture pour découvrir les décorations des maisons. Pour certains, c'est presque une compétition, ils veulent apparaître dans le journal comme la plus belle maison du quartier ou de la ville. Son histoire est en fait liée aux lumières du sapin. À la fin du 19e siècle, l'associé de Thomas Edison a l'idée de remplacer les bougies des sapins par des petites ampoules électriques, alors que c'était encore une révolution à l'époque. Elles furent vendues au grand public par la suite jusqu'à devenir populaires dans les années 30. Puis, au fil du temps, les commerçants et les communes commencèrent à mettre de ces ampoules électriques à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elles commencent à s'afficher de plus en plus sur les maisons dans les années 50. C'est tout de même le soir du 24, lors du Christmas Eve, que l'esprit de Noël est au plus fort. C'est l'occasion pour toutes les familles de se réunir pour manger non pas du foie gras, mais de la dinde ou du bœuf si la dinde de Thanksgiving a été suffisante. Selon les origines de la famille, il peut aussi s'agir de tamale ou de ce qu'on appelle la fête des 7 poissons, un plat italien. Ce sera aussi l'occasion pour certains de boire ce que l'on appelle du lait de poule. Il s'agit d'un mélange de lait, de sucre, de crème et d'un jaune d'œuf, parfois avec un peu de rhum. Pour les desserts, pas de bûche de Noël, mais ce sera plus généralement des tartes comme la pumpkin pie ou la pecan pie. Et évidemment, le tout se doit d'être sur une table très décorée. Évidemment, le 24 au soir, c'est aussi l'occasion de poser un verre de lait et de mettre des cookies dans une assiette pour le Père Noël, là-bas appelé Santa Claus. Parfois même, on peut mettre quelques carottes pour nourrir ses reines. Car avant de traverser l'Atlantique pour nous donner nos cadeaux, il s'occupe des familles américaines. Auparavant, beaucoup d'enfants s'étaient pris en photo avec lui dans les centres commerciaux, certains ont même été lui rendre visite dans son village dans le New Hampshire, et ils ont même pu caresser ses reines. Parce que les États-Unis, c'est un peu son pays de naissance. Il existe en fait 2 théories sur la création du Père Noël. Une, plutôt magique, dit qu'il existe, et qu'il vivrait au pôle Nord avec ses lutins, et qu'actuellement, il serait en pleine préparation de nos cadeaux. Une autre, plus historique, dit qu'il s'agirait au départ de Saint Nicolas, aussi appelé Sinterklaas selon les cultures. Au départ un personnage historique, il est vite devenu un culte, et la légende veut qu'il donne des cadeaux aux petits-enfants qui ont été sages toute l'année, le 6 décembre. D'ailleurs, c'est encore fêté dans une grande partie de l'Europe du Nord. Mais cette légende se retrouva en Amérique grâce aux nombreuses migrations néerlandaises, notamment à New York, qui, je vous le rappelle, s'appelait la Nouvelle Amsterdam à l'époque. Mais il fallut attendre 1821 pour que cette légende soit réellement popularisée par l'écrivain Clement Clarke Moore, qui écrivit le poème A Visit from St. Nicholas, plus connu sous le nom de The Night Before Christmas. Il décrit alors Saint Nicolas comme un petit elfe avec un gros ventre, portant un manteau de fourrure et se déplaçant en traîneau tiré par 8 rennes, pour poser des cadeaux en descendant par la cheminée. Cela participe aussi à repopulariser Noël, mais surtout à créer la légende. Cependant, personne ne savait exactement ses caractères physiques.
C'est en 1860 que l'illustrateur new-yorkais Thomas Nast, celui qui a dessiné pour la première fois l'oncle Sam, dessine pour la première fois Santa Claus dans le Harper's Weekly, basé sur ce poème. Puis il lui ajouta des détails au fil des années, comme son manteau rouge, sa liste de jouets, ou encore sa maison au pôle Nord. Et c'est au milieu du XXe siècle, grâce aux nombreux dessins de Norman Rockwell, que le look de Santa devint officiel et standardisé. Donc la prochaine fois que pendant un repas de Noël, quelqu'un vous dit tout fièrement que Coca-Cola a inventé le Père Noël, vous savez quoi lui répondre. Bref, je disais, le Père Noël arrive donc dans les maisons pour déposer des cadeaux, non pas devant nos paires de souliers comme en Europe, mais dans de grandes chaussettes pendues soit sur la cheminée, soit sur le lit ou sur l'escalier, pour les plus petits cadeaux et les friandises, et sous le sapin pour les plus gros. Par contre, contrairement à la France, il ne dépose pas tous les cadeaux. On considère qu'il apporte 1 ou 2 cadeaux, en plus de ceux de la famille. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a des cadeaux à Noël? Eh bien, car à l'origine, les païens s'offraient aussi des cadeaux pendant les fêtes, souvent de la nourriture. On peut aussi faire un lien, plus tard, avec les cadeaux donnés à Jésus pour sa naissance. Il ne faut pas oublier aussi que Saint Nicolas distribuait des friandises. Mais c'est à partir du XXe siècle et de la révolution industrielle que Noël est devenu réellement commercial aux États-Unis, puis dans le monde. On arrivait à produire des jouets beaucoup moins chers et beaucoup de magasins ont commencé à utiliser Noël comme un argument de vente et à y mettre le Père Noël dans leur pub. Le premier magasin à l'utiliser fut Macy's, puis les autres finirent par faire la même chose. Au départ pour des jouets, puis au fil du temps pour tout et n'importe quoi, jusqu'à simplement symboliser Noël en lui-même. Il finit par se rendre dans tous les supermarchés pour faire plaisir aux enfants certes, mais surtout pour attirer du monde et vendre. Le résultat de tout cela, c'est plus de 600 milliards de dollars dépensés chaque année en cette période. Mais le détail final du mythe fut créé en 1949 par l'écrivain Robert May, lorsqu'il créa le personnage de Rudolph le Renne au nez rouge. Il avait pour but de devenir un autre icône de Noël, mais il avait surtout un but publicitaire en fait, pour une grande chaîne de magasins. Il fallut attendre quelques années pour qu'une chanson en soit créée par le beau-frère de l'écrivain et chantée par Gene Autry. Et évidemment, ce fut le plus grand succès du chanteur. Pourtant, il avait refusé de la chanter au début, car la chanson ne lui plaisait pas. Comme quoi, il faut savoir saisir les opportunités. Le 24 au soir, c'est aussi l'occasion pour les parents de mettre en place l'Elf on the Shelf. Il s'agit d'un petit lutin, espion du Père Noël, supposé vérifier si les enfants sont sages. La légende veut qu'au lieu de retourner au pôle Nord le 24, il reste figé toute la nuit, jusqu'au matin. Ainsi, les parents posent une petite poupée d'un lutin dans une situation rigolote que les enfants doivent découvrir le matin. Bref, où en étais-je? Ah oui, les vacances de fin d'année, c'est aussi l'occasion de regarder tous les bons classiques de Noël. En France, on regarde Le Père Noël est une ordure tous les ans. Aux États-Unis, on regardera plutôt It's a Wonderful Life, un film de 1946. On le considère un peu comme le premier vrai film de Noël, installant l'esprit et les valeurs de la fête. Et c'est un peu grâce à son succès que tous les ans, nous avons droit à des dizaines et des dizaines de films de Noël américains, qui ont soit aidé à repopulariser les vieilles histoires, comme le Noël de Scrooge, basé sur A Christmas Carol de Dickens, que vous avez pu voir interprété par Jim Carrey ou Picsou, et dans des centaines d'autres adaptations, et aussi les Holiday Special, c'est-à-dire les personnages déjà existants, placés dans le contexte de Noël, comme le Noël de Charlie Brown par exemple, un grand classique de la période. Et bien sûr, les films de Noël sont aussi l'occasion de créer plein de belles histoires originales, comme le Grinch, au départ un livre pour enfants, puis un dessin animé et enfin un film, ou encore le Pôle Express. Et il ne faut pas non plus oublier tous ces classiques qui arrivent à transmettre l'esprit de Noël, comme Maman j'ai raté l'avion, Piège de cristal, ou encore A Christmas Story. Mais dans tous les cas, bien que tous les films représentent Noël à leur manière, le résultat est toujours le même. Noël, ce n'est pas juste des cadeaux, de la consommation, de la nourriture, ou avoir les plus belles décorations. Que l'on soit riche ou pauvre, religieux ou non, Noël c'est avant tout se réunir en famille, et passer un moment avec les gens que l'on aime. Un moment magique, où l'on fait tout pour ne délaisser personne, et où tout le monde est heureux. Ainsi, les Américains ne fêtent pas Noël comme les autres. Il ne s'agit pas d'une simple célébration, mais d'un vrai mode de vie. Et c'est tout simplement car c'est eux qui ont introduit et popularisé la majorité des traditions modernes. Sur ce, je vous laisse terminer ce mois de décembre devant vos films de Noël favoris, et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.
Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling. Yoo-hoo! Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Judge, you made it? Well, this must me. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather. So nice to see you. I thought I'd make a martini or two. This is the place to do it. Sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride